Tout avait commencé comme une nuit ordinaire pour Anna Vivorette, âgée de 25 ans. Elle se trouvait dans son appartement, écoutant de la musique et se filmant en train de danser pour une vidéo TikTok. Elle l'avait déjà fait des dizaines de fois auparavant, sans se douter de ce qui allait se produire. Soudain, la porte de son balcon s'est ouverte en silence. Au début, elle ne semble pas l'avoir remarqué, mais ensuite, un homme est entré. Il n'a pas frappé, il s'est simplement tenu là, à la regarder fixement. No, please get out. Yes. Who are you? Please get out of my apartment right now. Please get out of my apartment right now. Get out. Get out. Hello? Certaines personnes pensaient même que la vidéo avait été mise en scène, jusqu'à ce que Anna raconte toute l'histoire. Ce n'était pas une effraction au hasard. Cet homme l'observait depuis des mois. Après l'incident, la police a rapidement identifié l'homme comme étant Ángel Moises Rodriguez Gomez, âgé de 36 ans, qui vivait à proximité. Et au fur et à mesure que l'enquête avançait, une vérité bien plus troublante a émergé. Ce n'était pas la première fois qu'il s'était approché de chez elle. Pendant des mois, Anna avait remarqué des choses étranges. Elle se souvenait l'avoir vu à plusieurs reprises près de son immeuble, bien qu'il n'ait jamais rien fait jusque-là pour la menacer directement comme cette fois-ci. Son balcon n'était pas au rez-de-chaussée non plus. Il n'y avait donc aucun moyen qu'il ait simplement marché jusqu'à l'intérieur. Lorsque la police est arrivée, Ángel se trouvait encore dans l'appartement. Il n'était pas parti, n'avait pas tenté de fuir, comme s'il croyait avoir sa place là. Il a été arrêté sur le champ, puis inculpé pour cambriolage et harcèlement. Le tribunal a fixé sa caution à 20 000 $, une décision que beaucoup ont jugée bien trop clémente, compte tenu de ce qui aurait pu arriver. À ce jour, aucune information n'a été publiée sur sa peine, mais il a ensuite été placé en détention par les services américains de l'immigration et des douanes, ICE. Ava Madri ne cherchait pas à devenir célèbre, du moins pas au départ. Comme des millions d'autres, elle a commencé à publier de courtes vidéos d'elle-même, en faisant du lip-sync sur des chansons, en dansant et en suivant les tendances. Apparemment au hasard, elle a semblé toucher l'algorithme au bon moment. À 14 ans, Eva avait déjà plus d'1 million d'abonnés. Et avec cette attention est venu quelque chose que la plupart des adolescents ne connaissent pas: la célébrité. Au début, Eva et sa famille voyaient TikTok comme une opportunité. Elle ne se contentait pas de bâtir une communauté, elle gagnait aussi de l'argent. Comme beaucoup d'influenceurs, elle monétisait son audience grandissante grâce à des partenariats avec des marques et des interactions payantes. Mais avec ce succès est venu un côté plus sombre. Parmi les milliers de commentaires et de messages, certains se démarquaient. Ce n'étaient pas seulement des fans appréciant ses vidéos, mais des personnes obsédées. Eva n'avait aucune idée que l'un de ses abonnés finirait par changer sa vie. Il s'agissait d'Eric Rowan Justin, un jeune homme de 18 ans originaire du Maryland, dont l'intérêt pour Eva n'était pas sain. Eric suivait chacun de ses mouvements en ligne, regardant ses vidéos encore et encore. Et il ne se contentait pas de laisser des commentaires comme les autres. Il lui envoyait des centaines de messages pour attirer son attention. Quand il n'obtenait pas les réponses qu'il espérait, il a essayé autre chose, lui envoyer de l'argent. Par l'application Cash App, Eric a envoyé des centaines de dollars à Eva dans l'espoir qu'elle le remarque. Mais il ne s'agissait pas seulement de soutenir son contenu, il voulait plus. À un moment, il a même demandé à Eva des photos personnelles et elle et ses parents ont accepté. Pour 300 $, Eva a vendu à Eric des photos d'elle souriant à la caméra. Mais quand Eric a commencé à demander des photos plus explicites, Ava l'a finalement bloqué. Elle pensait que cela mettrait fin à ses avances, mais elle se trompait. Au lieu de reculer, Eric est devenu plus désespéré. Grâce à des recherches approfondies et aux indices disséminés sur les réseaux sociaux d'Ava, il a bientôt découvert où elle vivait. Puis, le 10 juillet 2021, Eric a mis son plan à exécution. À 4h30 du matin, alors qu'Eva et sa famille dormaient, il est apparu chez eux avec un fusil de chasse. Sans prévenir, il a tiré à travers la porte, brisant le silence du matin et réveillant Eva et sa famille en sursaut.
Mais cette obsession n'était plus uniquement en ligne. Et Eric n'était pas prêt à ce qui allait arriver ensuite. Le père d'Ava, un ancien policier, a saisi son arme et s'est précipité vers la porte. Il a vu Eric dehors, toujours armé, essayant toujours d'entrer. Conscient du danger pour sa famille, il a réagi. En sortant, il a tiré et touché Eric. Le fan obsédé s'est effondré au sol et la menace a été neutralisée. Quand la police est arrivée, elle a trouvé Eric mort devant la maison des Majuri, son fusil de chasse toujours à côté de lui. Pour Ava et sa famille, la réalité de ce qui venait de se passer était presque impossible à assimiler. Un fan de TikTok avait parcouru des centaines de kilomètres, les avait traqués et avait tenté de pénétrer dans leur maison armée. Que se serait-il passé si son père n'était pas intervenu? Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Après la fusillade, les enquêteurs ont examiné le téléphone et l'activité en ligne d'Eric, et ce qu'ils ont découvert était profondément inquiétant. Il planifiait cela depuis plusieurs mois. Des messages, des notes et un historique de recherche montrèrent son obsession pour Eva et son intention claire de lui faire du mal. Pire encore, il n'agissait pas seul. Les détectives ont découvert qu'Eric était en contact avec d'autres personnes en ligne discutant d'Ava. Il avait encouragé d'autres à la harceler et, dans certains messages, il laissait entendre qu'il était prêt à payer quelqu'un pour l'aider à attaquer sa famille. Encore plus inquiétant, l'une des personnes avec qui Eric était en contact était un élève fréquentant la même école qu'Eva. La police a jugé la fusillade comme un acte de légitime défense et aucun chef d'accusation n'a été retenu contre le père d'Ava. Madison Russo, une étudiante de 19 ans, originaire de l'Iowa, affirmait qu'elle menait le combat de sa vie, un combat qu'aucun adolescent ne devrait jamais avoir à affronter. Selon ses publications sur les réseaux sociaux, Madison avait été diagnostiquée avec un cancer du pancréas, une maladie rare et agressive, ainsi qu'une leucémie. Pour aggraver les choses, elle prétendait que les médecins avaient découvert une tumeur de la taille d'un ballon de football entourant sa colonne vertébrale. Ses vidéos émotionnelles sur TikTok et ses campagnes GoFundMe peignaient le portrait d'une jeune femme luttant pour sa vie. Elle parlait des effets éprouvants de la chimiothérapie et du fardeau émotionnel de son diagnostic, inspirant des milliers de personnes par sa résilience. Elle donnait même des conférences dans des universités pour encourager les gens à rester forts malgré les obstacles. La sympathie s'est rapidement transformée en action. Plus de 400 personnes ont donné près de 40 000 $ pour l'aider à couvrir ce qu'ils croyaient être des frais médicaux écrasants. Des survivants du cancer et des inconnus bienveillants voulaient soutenir son combat. Mais alors que la plupart voyaient une survivante courageuse, quelques personnes ont trouvé certains détails étranges. Son matériel médical semblait incorrect. Sur certaines photos, son port de chimiothérapie était mal placé. Sur d'autres, les fils et tubes qu'elle montrait ne correspondaient pas aux dispositifs médicaux réels utilisés pour traiter le cancer. Pour la plupart des gens, ces détails seraient probablement passés inaperçus, mais pour des médecins, des infirmiers et de vrais patients ayant suivi ces traitements, les incohérences étaient évidentes. Quelqu'un a finalement alerté les autorités, déclenchant une enquête sur les antécédents médicaux de Madison. Collecter de l'argent sous de fausses prétentions, comme prétendre être atteinte d'un cancer pour obtenir des dons, est en réalité illégal. Les autorités ont pris cette affaire très au sérieux, étant donné l'ampleur de sa tromperie. Elle faisait activement des discours publics sur sa maladie dans les universités et apparaissait dans des reportages locaux. Sans surprise, les enquêteurs ont confirmé que Madison avait falsifié son cancer. Elle a été inculpée pour vol au premier degré, un crime grave dans l'Iowa. Au tribunal, Madison a plaidé coupable. Compte tenu de l'ampleur de sa tromperie, beaucoup s'attendaient à une peine sévère. Mais dans une décision quelque peu controversée, le juge l'a condamnée à 10 ans de probation, l'épargnant de la prison. Elle a également été obligée d'accomplir 100 heures de service communautaire et de rembourser 39 000 $ aux personnes qu'elle avait escroquées. And move over ketchup and mustard. There's a new condiment craze this summer. It is pink, and social media is filled with people putting it on just about everything. But Stephen Fabian reports there's just one little problem. No one's quite sure what's in it. Créée par Veronica Shaw, alias Chef Pie Online, la pink sauce, sauce rose, est exactement ce que son nom laisse entendre. Une sauce d'un rose éclatant. Elle est également devenue l'un des produits les plus célèbres et controversés sortis de TikTok. Même si tu ne t'en souviens peut-être pas, son apogée remonte à 2022-2023. Elle est apparue pour la première fois le 11 juin 2022. Veronica avait alors publié une vidéo d'elle-même utilisant la pink sauce sur TikTok
avant de commencer à honorer les commandes de sa création. Le produit a connu un succès immédiat. Le hashtag BadgerPinkSauce a rapidement dépassé les 80 millions de vues. Mais très vite, la sauce rose et sa créatrice ont commencé à montrer des signes de faiblesse. Le premier problème remarqué par les acheteurs concernait l'emballage désastreux. Les bouteilles arrivaient écrasées, gonflées ou fuyantes. Les étiquettes, quant à elles, étaient mal imprimées, pleines de fautes de frappe et d'erreurs. Pire encore, la sauce en elle-même n'avait rien d'extraordinaire. Un autre sujet d'inquiétude est apparu: les risques sanitaires liés à la consommation de la pink sauce. L'un de ses ingrédients principaux étant le lait, le produit risquait de développer du botulisme, une intoxication grave, à cause de son mauvais conditionnement. Certains consommateurs ont même affirmé avoir été hospitalisés, voire être morts, après l'avoir mangé. Cependant, la véracité de certaines de ces affirmations reste discutable. Lors d'un live, Chef Pie a montré une inquiétante méconnaissance du domaine alimentaire. Lorsqu'on lui a demandé si son produit était approuvé par la FDA, elle a répondu « Je ne fabrique pas de médicaments ». Une réponse qui n'a fait qu'attiser les craintes grandissantes concernant la qualité et la sécurité de la fameuse sauce rose. What do you mean FDA approved? I don't sell medical products. Malgré tout cela, Veronica réussit à conclure un accord avec Dave's Gourmet, une marque bien connue dans l'industrie alimentaire. L'entreprise accepta de reprendre la production et de s'occuper de la distribution de sa fameuse sauce rose. Mais cet accord arriva trop tard. Veronica affirma par la suite qu'elle n'avait jamais été correctement rémunérée par Dave's Gourmet, évoquant un mauvais contrat qui aurait entraîné une rupture entre les deux parties. Aujourd'hui, même si tu parviens encore à en trouver, la pink sauce n'est plus qu'un souvenir d'Internet, des bouteilles recouvertes de poussière, abandonnées dans un coin oublié de ton Walmart ou de ton Dollar Tree local. Taylor Jean Scrum était une jeune femme qui avait trouvé sa passion, la moto. Sur les réseaux sociaux, Taylor partageait son amour de la conduite avec des milliers d'abonnés. Ses vidéos TikTok montraient ses courses à grande vitesse, ses balades en groupe et ses voyages pittoresques. Elle publiait souvent des clips d'elle, se faufilant dans la circulation avec une aisance apparente. Elle ne se considérait pas comme imprudente, mais les motos sont imprévisibles. Un faux mouvement, un petit calcul erroné, et tout peut basculer en un instant. À mesure que Taylor gagnait en popularité en ligne, elle a peut-être commencé à repousser ses limites. Elle ne postait plus juste pour elle-même, mais pour un public. La soirée du 25 mai 2022 a probablement semblé normale pour Taylor Jean Scrum. Elle a pris la route avec un groupe d'autres motards, moteurs rugissants, en rejoignant l'Interstate 95, roulant en peloton, une expérience qu'elle adorait. Comme mentionné, les motos sont imprévisibles, et sur l'autoroute, cela devient encore plus dangereux, même pour des conducteurs expérimentés. Près du mile marker 296, quelque chose a mal tourné. Personne ne sait exactement ce qui a causé l'accident. Peut-être un freinage brusque, peut-être qu'un autre motard a perdu le contrôle, ou peut-être qu'une voiture s'est trop rapprochée, forçant les motards à réagir. Quoi qu'il en soit, cela a déclenché une réaction en chaîne. En un instant, le groupe roulait normalement, et le suivant, les pneus crissaient sur l'asphalte et des corps tombaient sur la route. Taylor faisait partie de ces victimes. Elle a été projetée de sa moto, heurtant le bitume violemment. Avant qu'elle ait pu se relever, des phares l'ont éclairée. Un Chevy Silverado arrivait à grande vitesse et le conducteur n'a pas eu le temps de réagir. Quelques instants plus tard, l'autoroute était envahie de lumières clignotantes. Voitures de police, ambulances, passants immobilisés sur place. Mais il n'y avait rien à faire. Taylor était morte. La nouvelle s'est rapidement répandue. En quelques heures, ses réseaux sociaux ont été inondés de messages de stupeur et d'incrédulité. Ses abonnés, qui l'avaient vu rouler avec tant de confiance, voyant maintenant son nom dans les titres des journaux. Ce qui rendait sa mort encore plus troublante, c'était une publication qu'elle avait faite juste avant l'accident. Une vidéo TikTok qui, avec le recul, ressemblait presque à un signe. La vidéo était simple. Taylor assise sur sa moto avec une légende moqueuse disant « Tu vas te tuer avec ça ». Mais personne n'aurait pu prédire à quel point ces mots deviendraient ironiquement tragiques. Ces tendances de 2019 et 2022 ont été des idées spectaculairement stupides qui ont presque fait perdre la vue à de jeunes gens. La première que nous allons examiner est le Bright Eye Challenge. Le cerveau derrière ce défi est le TikToker Greg Lammers,
qui prétendait que le fer pouvait changer la couleur d'un œil. En réalité, c'est totalement faux. Alors, que se passe-t-il vraiment ? Presser un sac rempli de produits chimiques agressifs contre votre visage peut provoquer des irritations des yeux et de la peau, voire même entraîner la cécité. Beaucoup de personnes ont tenté le défi par curiosité. Heureusement, à notre connaissance, personne n'a perdu la vue, mais plusieurs ont souffert d'irritations oculaires et cutanées. L'année suivante, TikTok a vu apparaître une nouvelle tendance, apparemment lancée par l'utilisateur Malia Brou. Utiliser le filtre S5 pour révéler sa vraie couleur d'yeux. Encore une fois, ça ne fonctionne pas. Tout ce que cela fait, c'est abîmer la rétine en exposant ses yeux à un flash de caméra très proche. Comme prévu, cette mode a entraîné des blessures oculaires chez ceux qui ont voulu suivre le mouvement. On peut d'ailleurs trouver plusieurs vidéos TikTok montrant des personnes se plaignant juste après avoir essayé. TikTok est une plateforme où des défis dangereux se propagent très vite. Certains influenceurs ont été assez malins pour utiliser des lentilles de contact afin de tricher et changer la couleur de leurs yeux pour réussir ces défis. Malheureusement, ces mêmes TikTokers n'hésitaient pas à mentir à leur audience sur la sécurité de ces pratiques. Heureusement, TikTok a depuis interdit ces challenges dangereux. Tyrell Hanna n'était pas une célébrité, ni une star virale. C'était juste un jeune homme qui postait des vidéos de danse, comme des millions d'autres sur TikTok. Mais ce qui le rendait différent et profondément troublant, ce n'était pas son contenu en soi, mais ce que ses vidéos révélaient, sans qu'il ne s'en rende compte. Pendant que ses rares abonnés regardaient ses pas de danse, la police, elle, observait autre chose. Ses vêtements, ses mouvements et les petits détails en arrière-plan. Peu à peu, ces indices ont commencé à correspondre à une série de braquages à main armée non résolus. Et avec chaque nouvelle publication, Chosen construisait, sans le savoir, le dossier de preuves qui mènerait à son arrestation. Il n'a pas été pris grâce à une course-poursuite, ni à une trace ADN, ni à une dénonciation. Il a été pris à cause de ses propres vidéos TikTok. Et lorsque les policiers ont frappé à sa porte, il ignorait encore à quel point il s'était déjà incriminé lui-même. Depuis plusieurs semaines, les détectives cherchaient un suspect masqué impliqué dans plusieurs braquages armés. Les images de surveillance révélaient un homme de corpulence moyenne, son allure, certains de ses gestes et quelques détails vestimentaires précis. Mais son visage restait dissimulé et l'enquête piétinait, jusqu'à ce qu'il trouve, par un coup du sort inattendu, ce qu'il cherchait sur TikTok. En parcourant le compte de Chosen Tyrell Hanna, les enquêteurs ont été stupéfaits. D'abord, ils ont remarqué une paire de chaussures Nike blanches avec des détails rouges, exactement les mêmes que celles portées par le suspect sur les images de vidéosurveillance. Puis, un sac à dos noir à motifs floraux, identique à celui aperçu dans les braquages. Et enfin, le détail le plus accablant, ses cheveux. Lors d'un des crimes, une mèche violette dépassait légèrement du masque du braqueur. Impossible de la confondre. Pièce après pièce, la police a reconstitué le puzzle, utilisant chaque frame de ces TikTok pour appuyer leur dossier. Les chaussures, le sac, les cheveux, tout était là, caché en pleine lumière. Et avec chaque danse, Chosen resserrait un peu plus la corde autour de son propre cou. Le 23 février 2022, le FBI et la police locale ont encerclé la maison de Chosen à Redford Township, dans le Michigan. L'arrestation a été rapide, méthodique, sans résistance. Il a été inculpé pour 4 braquages à main armée, chacun passible de lourdes peines fédérales. Le procureur a présenté la chronologie de ces crimes. Entre décembre 2021 et février 2022, Chosen avait braqué plusieurs commerces, dont un 7-Eleven, une station-service et un Dollar Tree, toujours armés et exigeant l'argent des caisses. En cours, ces vidéos TikTok ont été diffusées côte à côte avec les enregistrements des braquages. Les ressemblances étaient indéniables. Confronté à l'évidence, Chosen a plaidé coupable aux 4 chefs d'accusation, évitant ainsi un procès long et risqué. En 2022, le tribunal fédéral l'a condamné à 7 ans de prison. Ironiquement, ce n'est pas un enquêteur, ni une trace d'ADN, mais l'algorithme de TikTok qui aura conduit les autorités droit jusqu'à lui. John Romano pourrait être l'une des figures les plus complexes de TikTok. Il est passé de fauteur de troubles à l'école à influenceur en sensibilisation à la santé mentale au fil de sa vie. Si vous consultez sa page TikTok, vous verrez un jeune homme lumineux qui semble vouloir faire une différence dans le monde. Cela s'explique par le fait qu'il a pris conscience de ses erreurs après avoir tenté de tirer dans l'école où il étudiait autrefois.
L'histoire de John est accessible facilement, racontée de son propre point de vue. Cependant, certaines personnes l'accusent d'être sélectif avec la vérité. Il serait ouvert sur son passé uniquement quand cela lui convient. This is me at 16 years old, about to be sentenced to 20 years in prison. Ce qui rend John Romano encore plus controversé, c'est que certains pensent qu'il n'a peut-être pas vraiment changé, et que toute cette histoire pourrait n'être qu'un stratagème pour se présenter en victime. Les événements se sont déroulés ainsi. Le 9 février 2004, John Romano, alors élève à Columbia High School, est entré dans l'école avec un fusil à pompe calibre 12. Il a passé devant le bureau principal et est monté à l'étage pour atteindre un toilette du 2e étage. Dans la cabine, il a envoyé des messages à ses amis pour leur conseiller de partir. Puis Romano s'est lavé les mains et est sorti dans le couloir, armé. Il a tiré 2 coups avant que le directeur adjoint John Sochuk ne le maîtrise. Pendant la lutte, un 3e coup est parti et a atteint à la jambe Michael Bennett, un professeur d'éducation spécialisé de l'école. Romano a ensuite été désarmé, maîtrisé et arrêté. Il a été inculpé pour tentative de meurtre et mise en danger imprudente. Il risquait jusqu'à 50 ans de prison au total, mais a plaidé coupable en échange d'une peine de 20 ans. En prison, Romano a écrit des lettres pour lutter contre la violence par arme à feu et tenter de susciter de la sympathie pour les victimes d'autres fusillades. Il a été libéré en décembre 2020, après avoir purgé 15 ans de sa peine de 20 ans. 2 ans après sa libération, Romano a créé sa page TikTok, nous menant à aujourd'hui. Par un après-midi de juillet 2021, Bethany Martin, 17 ans, et son amie de 16 ans se promenaient dans leur quartier de San Antonio lorsqu'elles aperçurent quelque chose d'inhabituel près d'un canal de drainage. À première vue, ce qui semblait n'être que des vêtements abandonnés s'est en réalité révélé être un corps humain. La plupart des gens auraient réagi avec choc ou auraient appelé à l'aide. Mais Bethany et son amie ne l'ont pas fait non plus. À la place, elles ont sorti leur téléphone et ont commencé à filmer. Plutôt que de signaler la découverte, elles ont enregistré le corps. Mais le pire n'était pas seulement le fait de filmer, c'était ce qu'elles ont fait ensuite. Alors que les caméras tournaient, l'ami de Bethany s'est penché et a retiré un collier du cou de l'homme décédé. Au début, la plupart des gens pensaient que c'était faux, mais lorsque les spectateurs ont reconnu le lieu et l'ont associé à un reportage réel sur un homme récemment décédé, la vérité s'est lentement révélée. Puis quelqu'un a envoyé la vidéo à la police. À ce moment-là, les filles avaient déjà supprimé le post TikTok, mais il était trop tard. Des captures d'écran et des copies avaient déjà circulé et les autorités ont retracé le compte. Il appartenait à Bethany Martin. Elle a admis avoir trouvé le corps et pris le collier, affirmant qu'elle l'avait ensuite dissimulé dans une zone de drainage. Bethany a été arrêtée et inculpée de vol sur un cadavre, un délit de catégorie A au Texas. Son ami de 16 ans, dont le nom n'a pas été divulgué en raison de son âge, a été poursuivi par le système judiciaire pour mineurs. Il n'y a pas d'informations sur la peine exacte qu'elles ont reçue, mais Bethany a été libérée sous caution de $2000. À seulement 18 ans, Cara Santarelli terminait sa dernière année au lycée Northview en Floride. Comme la plupart des adolescents, elle utilisait TikTok pour partager des moments amusants et rester en contact avec ses amis. Ses vidéos présentaient souvent des sons tendances ou des clips aléatoires de sa vie quotidienne, mais un post en particulier allait prendre un sens très inquiétant quelques jours plus tard. Dans le court clip, Cara était assise dans sa voiture, s'enregistrant avec une expression détendue et confiante. La légende disait « Quand ils essaient de me traiter de mauvaise conductrice, mais je n'ai jamais heurté une personne ni une vraie voiture. » C'était évidemment un post simple et léger, quelque chose qu'on oublierait probablement presque instantanément. Elle ne se vantait pas et n'essayait pas d'être imprudente. C'était juste une réponse humoristique à l'idée qu'elle n'était pas la meilleure. C'était un vendredi matin calme, comme un autre. Cara roulait sur la US Highway 29, une route familière qui traversait la Floride. Il était tôt, le soleil se levant à peine, projetant une lueur sur l'autoroute vide. Mais Cara n'avait aucune idée qu'une autre personne était sur cette route, quelqu'un conduisant dans le mauvais sens. Une berline Chevrolet fonçait vers elle à toute vitesse, entrant directement dans sa voie. Pour des raisons inconnues, le conducteur ne ralentissait pas. Aucun signe de freinage, aucune tentative d'éviter la collision. Les deux voitures étaient sur une trajectoire de collision, et en un instant, il n'y avait aucun moyen d'éviter ce qui allait se passer. Les deux véhicules se sont percutés de plein fouet avec une force incroyable, tordant le métal, brisant les vitres et projetant des débris dans toutes les directions.
La violence de l'accident ne laissait aucune chance de survie. Lorsque les secours sont arrivés, il était déjà trop tard. Cara et l'autre conducteur ont été tués sur le coup. Alors que les détails de l'accident se répandaient, une réalisation inquiétante émergeait. Quelques jours seulement avant, elle avait posté cette vidéo humoristique sur le fait de n'avoir jamais eu d'accident. Et maintenant, sa vie s'était terminée dans un accident. L'ironie était trop douloureuse pour être comprise.